Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité vue par la rédaction de RT1 en ce jeudi avec le retour du vice-président de la République. Tiemoko Melie Kone revient de la Guinée-Bissau. Il y était pour la double cérémonie de commémoration du cinquantenaire de l'indépendance et de la création des forces armées du pays. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Wagondo Dioumandé à Paris pour la 3e édition du salon Milipol sur la sûreté et la sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité multiplie les rencontres avec en toile de fond le renforcement de la coopération France-Côte d'Ivoire. Sujet concerné, la fraude identitaire avec en premier plan l'établissement de documents sécurisés et fiables. Et puis notre dossier politique ce soir répond à une interrogation ou alors à plusieurs. Que deviennent les alliances politiques? Alliance PPACI, PDCI, RDA ou encore RHDP, FPI. Les dernières que nous avons pu constater autour des législatives du 2 septembre 2023. Quels acquis et quel avenir de ce jeu des alliances entre partis et personnalités sur la scène politique ivoirienne? Nous en saurons davantage dans quelques instants. Mais tout d'abord, en bref et en image, le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone, est de retour en Côte d'Ivoire après son déplacement en Guinée-Bissau. Il y était pour la double cérémonie de commémoration du cinquantenaire de l'indépendance et de la création des forces armées du pays. À sa descente d'avion, le vice-président a été accueilli par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et plusieurs membres du gouvernement. Le monde a besoin de science. Le thème de la table ronde organisée à Paris en marge des travaux de la 42e conférence générale de l'UNESCO. Là, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Aka Awele, a pris part à ce rendez-vous. Nous regardons avec Michel Digré. C'est un panel qui se tient dans le cadre du programme sur la gestion des transformations sociales MOST. Il s'agit de démontrer que le monde a besoin de la science pour aider à répondre aux crises actuelles et émergentes afin de construire des sociétés plus inclusives et durables. L'intervention du président du CESEC, Dr Akawele, a porté sur le lien entre la science, la politique et le développement durable en Afrique. La collaboration étroite entre les chercheurs, les décideurs politiques, la société civile et les citoyens permet de mettre en place des politiques et des pratiques durables qui répondent aux besoins spécifiques de l'Afrique tout en préservant son patrimoine naturel et sa diversité culturelle. Les sciences sociales et humaines jouent donc un rôle crucial dans la résolution des crises sociales et économiques contemporaines. C'est dans ce sens que le modèle africain entend capitaliser l'action et le rôle des chambres consultatives que sont les conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Le programme MOST crée les liens de coopération avec les autorités nationales, les communautés scientifiques et la société civile afin d'aider les États membres de l'UNESCO à renforcer la connexion entre la recherche et les politiques. Et cette connexion est plutôt réussie par le salon Milipol sur la sûreté et la sécurité à Paris. Plusieurs personnalités politiques y prennent part. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité met son déplacement à profit pour tisser des liens de coopération dans le cadre de la fraude identitaire. On voit cela avec Issa Tchonayeo. Plusieurs rencontres au menu du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, venu participer à la 23e édition du salon Milipol à Paris en France. Wagondo Dioumandé échange avec des responsables de la structure Civipol sur recommandation du ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer. On est sur un enjeu extrêmement important pour le ministère de l'Intérieur, mais au-delà pour l'ensemble de la nation ivoirienne, qui est la construction d'un système d'état civil national, consolidé, fiabilisé, qui permet donc à la fois aux citoyens donc d'avoir accès à l'ensemble des droits en fait, qui sont associés donc à leur nationalité donc d'ivoiriens, et aussi aux administrations de pouvoir exercer leurs responsabilités en bénéficiant effectivement de cet outil qui est indispensable au fonctionnement régulier d'un État. Wagondo Dioumandé n'hésite pas à solliciter en France pour un appui à l'organisation de la CAN et du fichier de l'identité en Côte d'Ivoire. L'apport de la France dans le cadre de l'organisation de la CAN 2024
qui est très important. Dans ce cadre-là, spécifiquement, nous avons beaucoup d'exercices avec la police française qui encadre donc la police ivoirienne au maintien de l'ordre et à la gestion des foules lors des grands événements. Dans la même veine, nous avons parlé des questions d'immigration. Il est important que notre partenaire privilégié, que la France, et dont la voix porte au sein de l'Union européenne, comprenne les efforts qui sont faits par la Côte d'Ivoire pour que sa jeunesse se sente bien dans son pays. Et que la Côte d'Ivoire ne soit pas assimilée à un pays où la jeunesse a envie d'aller voir mieux ailleurs. Le ministre Wagondo Diomandé se réjouit déjà des fruits de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France sur la fraude identitaire. Depuis que nous avons mis en place le bureau de lutte contre la fraude documentaire, aujourd'hui nous avons en termes de bilan démantelé 4 réseaux donc de passeurs, de trafiquants d'êtres humains. Nous avons interpellé une centaine de personnes détenteurs de faux papiers. Et chaque jour que Dieu fait, mais en tout cas, ce bureau-là travaille à crédibiliser donc les actions que la Côte d'Ivoire conduit dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale. Pour relever tous ces défis, des experts français, au dire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, séjourneront à Abidjan dans les jours à venir, avec pour objectif d'aider la Côte d'Ivoire à réussir la canne et à lutter efficacement contre la fraude sur l'identité et l'immigration clandestine. Autre lutte au cœur des actions de l'État, celle contre les détournements de deniers publics, les blanchiments de capitaux et l'enrichissement illicite. La déclaration de patrimoine est un moyen efficace contre ces détournements ou alors ces fraudes. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance montre donc l'exemple. Epiphane Zoro Balo était devant la Cour des comptes. Jean-Marc Adjadji. Zoro Epiphane Balo, nouveau président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, dans les murs de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Il rencontre le magistrat hors hiérarchie, Kanvali Diomandé, président de cette institution pour la déclaration de son patrimoine de prise de fonction. Cet acte juridique est un très haut standard d'intégrité et de transparence professionnelle, selon le cadre juridique ivoirien. Que le président de la République, le vice-président de la République, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et les directeurs de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance font leur déclaration de patrimoine à la Cour des comptes. Tous les autres assujettis font leur déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. C'est une mesure préventive contre l'enrichissement illicite. C'est en cela qu'il y a une déclaration de patrimoine de prise de fonction et une déclaration de patrimoine de fin de fonction pour voir la variation qu'il y a eu entre les deux, ces deux moments et s'assurer qu'il n'y a pas eu de situation d'enrichissement illicite. Nous encourageons tous les assujettis à faire leur déclaration de patrimoine. Ne pas faire sa déclaration de patrimoine constitue une infraction passible de poursuite. La déclaration de patrimoine est prescrite par la Constitution en son article 41. Zoro Epiphane Balo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, déclare son patrimoine de prise de fonction conformément à la loi qui dispose d'un délai de 30 jours à compter de sa prestation de serment devant la Cour des comptes depuis le 8 novembre dernier. On reste avec Jean-Marc Adjadji qui nous donne lecture de ce communiqué émanant du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministre du Commerce et de l'Industrie porte à la connaissance des opérateurs économiques et des populations qu'en concertation avec les industries sucrières, la campagne sucrière 2023-2024 a été lancée depuis le 22 octobre 2023 avec une prévision de production de plus de 22 900 tonnes de sucre pour le mois de novembre 2023, auquel s'ajoute l'importation de plus de 13 500 tonnes de sucre. Ainsi, c'est au total plus de 36 000 tonnes de sucre qui sont disponibles au cours de ce mois de novembre 2023 pour couvrir les besoins de 27 000 tonnes des populations.
Par conséquent, le ministre du Commerce et de l'Industrie rassure les populations de la disponibilité du sucre sur le marché et du retour à la normale de l'approvisionnement régulier du marché sur l'ensemble du territoire national. Le ministre du Commerce et de l'Industrie rappelle par ailleurs aux populations que les prix du sucre restent à ce jour inchangés et sont définis sur l'ensemble du territoire national comme suit. Sucre, granulé blanc, 1 kg. Prix maximum, toute taxe comprise unitaire à Abidjan et environ de 30 km. 760 francs CFA. Sucre, granulé roux, 1 kg. 710 francs CFA. Sucre, morceau blanc, 1 kg. 950 francs CFA. Sucre, sachet blanc, 1 kg. 820 francs CFA. Sucre, sachet roux, 1 kg. 770 francs CFA. Prix maximum, toute taxe comprise unitaire à l'intérieur du pays. Sucre, granulé blanc, 1 kg. Entre 760 et 780 francs CFA. Sucre, granulé roux, 1 kg. Entre 710 et 730 francs CFA. Sucre, morceau blanc, 1 kg. Entre 950 et 970 francs CFA. Sucre, sachet blanc, 1 kg. Entre 820 et 845 francs CFA. Sucre, sachet roux, 1 kg. Entre 770 et 790 francs CFA. Aussi, le ministre du Commerce et de l'Industrie invite les populations à dénoncer tout cas de non-respect des prix via l'application Contrôle citoyen ou le 1343. Les équipes de contrôle du ministère en charge du commerce restent mobilisées sur le terrain en vue de sanctionner les pratiques spéculatives de rétention des stocks de sucre et d'augmentation injustifiée des prix de vente aux ménages. Autre volet de l'actualité, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a soumis aux sénateurs le projet de loi portant Code de l'environnement. Jacques Assaouré-Conan a défendu de nouveaux principes, droits, enjeux et outils de protection de l'environnement dont la Côte d'Ivoire veut se doter. Kader Sogodogo. Premier pas de Jacques Assaouré-Conan au Sénat depuis sa récente nomination au gouvernement. Ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, il est porteur d'un projet de loi pour impulser une dynamique nouvelle dans le secteur. Il est consacré au Code de l'environnement. Au nombre de ces nouveaux principes figurent entre autres le principe de non-régression, le principe de la responsabilité élargie du producteur et le principe de la responsabilité internationale de l'État au préjudice écologique. Après plus de 2 heures de travaux, avec notamment la prise de parole des sénateurs, les éclairages du ministre, l'examen du dispositif légal, le vote du projet de loi portant Code de l'environnement est fait à l'unanimité. Il faut que chacun prenne conscience du danger qui guette notre planète et que chacun agisse en tenant compte de l'environnement qui se dégrade de jour en jour. Et comme il n'y a pas de prescription sans sanction, nous sommes allés en mettant en place un dispositif répressif. Après l'hémicycle, le terrain, à Yamoussoukro, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaouré-Conan, ira se faire une idée du programme de dépollution et de curage des lacs de la capitale politique mis en œuvre par le CIAPOL. On en vient à notre dossier politique de ce jeudi. Et cette question, que deviennent les alliances politiques? Alliance PPACI, PDCI, RDA ou encore RHDP, FPI. Les dernières que nous avons pu constater autour des législatives du 2 septembre 2023. Quels acquis et quel avenir de ce jeu des alliances entre partis et personnalités sur la scène politique ivoirienne? Voyons tout cela avec Alexis Ouedraogo. Que pensent les populations des alliances politiques en Côte d'Ivoire? Les alliances politiques en Côte d'Ivoire, moi je peux les qualifier, dans un premier temps, de tontines politiques. C'est-à-dire quand ça t'arrange, c'est ton tour, tu prends. Ça ne fait que diviser la population que nous sommes. Et puis après, demain, les mêmes qui se sont séparés, ils vont se retrouver 2 ans, 3 ans, 5 ans après, dans un autre groupe encore. Donc franchement, voilà, ils n'ont qu'à revoir leur copie. Je pense qu'une alliance politique, je pense que c'est vraiment une bonne initiative. Parce que ça permet aux partis politiques de concevoir les mêmes idéologies
et soit peut-être même de pouvoir choisir les serait un candidat. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne initiative. En ce qui concerne les alliances politiques, je dirais que ça marche, mais ça ne se termine jamais. Les gens, ils ont des ambitions qui diffèrent après. Sinon, au début, tout est beau, mais après... Pour Dr Sidiki Bamba, enseignant-chercheur en communication à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ses avis mitigés sont la parfaite lecture de la scène politique ivoirienne. Il y a une prise de conscience de la population quant à la réalité de la politique en train de se faire. C'est qu'avec le temps, on a constaté que les alliances en tant que telles se terminent toujours en queue de poisson. Et ça, c'est dû à un seul fait, c'est que ce sont des alliances électoralistes. Et ce ne sont pas des alliances de projets de société ni de projets de gouvernement. Et la plupart du temps, à froid, quand on fait une analyse, on constate que ces alliances-là sont nouées tout le temps en période électorale. Donc ça rend difficile l'après-alliance. Voilà pourquoi il n'y a pas d'entente véritablement pour aboutir à quelque chose de potable. Pour comprendre le jeu des alliances politiques en Côte d'Ivoire, il faut remonter le temps. Au retour du multipartisme en 1990, la fracture du PDCI-RDA donne naissance au Rassemblement des Républicains RDR, alors dirigé par Jenny Kobena. Ce dernier se rapproche du Front populaire ivoirien FPI de Laurent Gbagbo. Nous sommes en 1995. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, justement, quand on rentre dans le multipartisme, c'est à partir de cet instant qu'est née l'idée des alliances. La première que tout le monde connaît, c'est le Front républicain qui avait uni en son temps le FPI d'alors et le RDR d'alors. Donc c'est une forme de stratégie qui existe bien en Côte d'Ivoire, qui véritablement a connu des succès comme des périodes plus ou moins glorieuses. Les élections locales du 2 septembre dernier ont vu la naissance de nouvelles alliances qui ont connu de petites moissons. Sur les municipales, les alliances remportent 8 communes sur 201 pour une seule région sur 32. Dénicasion fait justement partie de ces maires ayant remporté le scrutin avec une alliance politique, notamment celle PDCI-PPACI. En ce qui concerne tous les pleurs, nous nous sommes réellement parlé. Ce qui n'a pas marché pendant les législatives. Qu'est-ce que nous devons corriger et comment nous devons aller? Mais le plus important, c'est quand nous avons gagné, c'est qu'est-ce qui revient à chacun. Pour lui, la confiance est la base du succès des alliances politiques. On peut dire qu'on est d'accord, on va ensemble, mais en réalité, au fond, sur certaines choses, on ne s'est pas entendu. Si ne vous entendez pas sur des détails, mais il va y avoir des trahisons sur le terrain. Pour le politologue Claude Prégnon, ces alliances restent avant tout des associations d'intérêt. L'alliance fait partie des stratégies des partis politiques pour pouvoir accéder au pouvoir. J'entends certains dire que c'est des alliances contre nature, mais d'ailleurs, ils n'ont jamais voulu faire une alliance pour la nature. Ce sont des alliances qui sont stratégiques. Le FPI et le RHDP parlent de partenariat, et donc le mot a son sens. Un partenariat bien exprimé dans le Haut-Sassandra entre le FPI et le RHDP durant les élections locales du 2 septembre dernier qui a abouti à la victoire du partenariat. Ce qui est important, c'est que nous allons d'abord ensemble, parce que les collectivités territoriales, c'est une équipe qui les gère. On peut retenir que le FPI, Haut-Sassandra et le RHDP Haut-Sassandra ont eu un accord politique pour faire une liste commune pour aller donc à cette élection et la gagner. Alors question, quel avenir pour les alliances politiques en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, il est difficile pour un parti seul d'arriver, de remporter les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et c'est difficile. Parce que quand on regarde la configuration géopolitique de l'électorat ivoirien, celui qui va gagner les élections présidentielles a forcément besoin d'avoir des électeurs un peu partout. Donc, ces alliances-là ont de beaux jours. Moi, je me dis que pour les élections présidentielles, ça va se jouer autour des alliances et de bonnes alliances. Le jeu des alliances politiques continuera assurément de rythmer la scène politique ivoirienne. Que deviennent les alliances politiques? La question de notre dossier ce soir, sujet signé Alexis Ouedraogo. Le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques visite les locaux de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, la SONAPIE. Le recensement du patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire figurait au nombre des points abordés au cours de cette visite suivie par Juliette Ouya.
Ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo rencontre le comité de direction de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, la SONAPIE. Plusieurs points au menu de cette visite de travail, notamment le recensement, l'évaluation du patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire et la sécurisation de ses biens. C'est une visite de prise de contact, venir un peu découvrir la structure, la Société nationale en charge donc de la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Passer également aussi des messages importants à l'endroit du personnel, compte tenu des défis qui sont les nôtres, qui ont été soulevés par son Excellence Monsieur le Président de la République. Défis qui sont importants puisqu'il s'agit donc de renforcer donc, la qualité de la gestion du patrimoine étatique, voilà, qui doit nous permettre donc d'optimiser la dépense et d'améliorer donc nos recettes. Après la séance de travail avec le comité de direction de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, place à la visite des locaux. Service courrier, département technique, direction de la comptabilité, tous les bureaux sont passés au peigne fin par le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Le ministre Moussa Sanogo a promis de restaurer les bureaux afin d'améliorer les conditions de travail des agents. On se rend dans la capitale politique et administrative, Yamoussoukro. L'État poursuit son vaste programme de rénovation des voiries de la ville. Ce programme, qui en est à sa deuxième phase, connaît actuellement un taux d'exécution de 95%. C'est ce que nous apprend Mama Traoré. Concrètement, ce quartier situé aux encablures de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro est désormais traversé par 3,2 km de bitume neuf. Fini donc les difficultés d'accès. Avec terre rouge ici, et puis la circulation n'était pas tant que telle. On refusait même de venir rouler ici, puisqu'il y avait l'escalier. Ça gâtait nos véhicules. Il y a moins de poussière, c'est encore plus pratique et puis rapide pour les courses. Parce que avant, pour aller peut-être au petit marché ici, il faut passer vraiment un bon temps en route. Ça faisait que c'était un peu compliqué, mais maintenant, c'est rapide. Concrètement, bénéficie de routes neuves praticables grâce à la deuxième phase des travaux de réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro, entrepris par le gouvernement depuis 2020. Ces travaux, achevés aujourd'hui à 95%, ne concernent pas pour autant la principale voie de traversée de la Cité des Lacs, celle qui mène à Abidjan et à Bouaké avec un embranchement à l'autoroute du Nord. Longue d'environ 15 km, la traversée de Yamoussoukro, baptisée route nationale A3, subit depuis quelques semaines quelques travaux de réparation. La chaussée est fatiguée et donc ça fait l'objet de dégradations régulières. Aujourd'hui, l'idée c'est de faire une réparation généralisée sur ce tronçon du corridor sud jusqu'au fait des sapeurs-pompiers qui est sujet à de fréquentes dégradations. Voilà, par la pose on va dire, d'un tapis de 5 cm. 2 tronçons sont concernés par cette réparation de la chaussée. Une section partant du corridor sud de la ville jusqu'au feu tricolore du grand carrefour de la cité des sapeurs-pompiers. L'autre partant du corridor nord au carrefour route de Daloa, soit une distance totale de 7,5 km. L'agence de gestion de route AGERoute le précise, ces travaux ne sont pas une réhabilitation. Cette route date des années 80 et donc aujourd'hui si on veut faire une réhabilitation, un renforcement, il faut prendre en compte le trafic induit depuis les années 80 jusqu'à maintenant, et faire une projection également sur les 15-20 années qui viennent. Et puis sortir une structure de chaussée donc adaptée à ce nouveau trafic. Revoir tous les systèmes assainissement, drainage de la route. Ces travaux sont envisagés. Alors les études sont en cours pour sortir donc la nouvelle structure de la traversée de la ville de Yamoussoukro. Ces travaux d'amélioration de l'état de la surface d'une partie de la chaussée de la traversée de Yamoussoukro seront achevés fin décembre, juste à temps pour offrir un confort de circulation au public attendu dans la Cité des Lacs pour la Coupe d'Afrique des Nations, prévue de la mi-janvier à la mi-février 2024. Et voici le plan de circulation en lien avec la rencontre Côte d'Ivoire-Seychelles. La commission sécurité du COCAN travaille à la sécurisation autour de ce match qui aura lieu demain au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe dès 19h, temps universel. Khalil Diomandé, Jean-Marc Djadji. Le vendredi 17 novembre prochain, un plan spécial de circulation sera déployé sur la voie express Yopougon-Ebimpe en vue de fluidifier le trafic à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Seychelles. Le préfet de police d'Abidjan dévoile les modifications que connaîtront la circulation
lors de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous prenons le circuit Yopougon pour Anyama et autres villes. À partir de 10 heures, tous les véhicules qui ne sont pas concernés par le match, qui veulent traverser la ville, seront basculés sur le côté gauche, qui est contigu à l'entrée principale de la zone industrielle de Yopougon et la cité Ado. Ces véhicules progresseront en roue libre jusqu'au niveau du pont de Dotré. À partir de là, ils seront déviés sous le pont pour rejoindre le carrefour Agrippa en passant par le carrefour Diallo. Quant au côté droit de la voie express Yopougon et Bimpé, il sera exclusivement réservé en double sens aux spectateurs et véhicules se rendant au stade. Les poids lourds sont interdits de circuler de 12h à 22h. Au niveau de la fluidité, nous aurons des policiers de la régulation à tous les carrefours. Les carrefours d'Anyama, les carrefours d'Abobo et même de Yopougon pour pouvoir réguler la circulation. Concernant la gestion des parkings, seuls les véhicules munis de passes, les VVIP, les médias et les officiels pourront stationner sur le parking dans l'enceinte du stade. Si votre véhicule n'a pas de passe parking, vous devrez vous faire embarquer par les bus, soit les navettes au checkpoint, dans les parkings relais, soit vous faire embarquer dans votre quartier où il y aura des lieux de ramassage organisés par le service de transport du COCAN. Dans le souci d'assurer un match sans incident, seules les personnes munies d'un ticket pourront accéder au stade Ebimpe et à ses environs. Les motos et autres engins à 2 et 3 roues, eux, sont interdits de circuler dans le stade et aux alentours. Dans le reste de l'actualité au Maroc, on appelle à un cessez-le-feu sur l'ensemble de la planète, faisant référence aux différentes guerres dans les pays du monde. C'était la 15e édition du Forum international MEDES. Walter Amadou Ouattara est notre envoyé spécial. En initiant le Forum international Mayday à Tanger, au Maroc, l'Institut Amadeus offre un espace de réflexion sud-sud en lien avec les multiples crises et enjeux qui impactent négativement la quiétude mondiale. Au MEDES, il est notre devoir, tous, de déplorer, de rejeter vigoureusement et de condamner avec force la mort des civils. De tous les civils, un crime est un crime. Est mise en avant l'importance de la collaboration entre les pays pour aborder efficacement les défis actuels. Il faut voir les choses différemment. L'Afrique ne peut plus faire le commerce comme elle le faisait il y a 2 siècles, vendre la matière première. Il faut qu'elle montre de la valeur ajoutée. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, quand elle vend le cacao, qu'est-ce qu'elle récolte là-dessus? Rien. Alors que si elle avait de la valeur ajoutée, elle vendait du chocolat fini, etc., là, il y aurait une belle valeur ajoutée et c'est ça qu'on recherche. Les questions géopolitiques, économiques et environnementales sont également au programme de cette 15e édition du Forum Mayday. La Côte d'Ivoire est invitée. Abdallah Albert Touakeuse Mabri, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, interviendra au 2e jour. Nous allons partir à ces échanges qui vont nous enrichir et des solutions propres à l'Afrique. Donc nous allons regarder la question des interventions militaires dans les pays africains, la question de la souveraineté de l'Afrique. Nous allons regarder les rapports entre l'Afrique et l'Europe. La cérémonie officielle d'ouverture a été marquée par le message d'union pour la résilience de l'Afrique. Une occasion pour les nations africaines de participer activement à l'élaboration de solutions mondiales. Plutôt que d'être des simples spectateurs du nouvel ordre mondial, nous devons nous positionner en tant qu'agents actifs dans la construction d'un monde plus équitable et durable. Une conviction du président de Sao Tomé et Principe, fermement soutenue par tous les intervenants, dont l'envoyé spécial de la Chine au Moyen-Orient, Zai Zun. 250 décideurs politiques apporteront leur expertise en termes de solutions innovantes et durables pour un développement inclusif. Avec pour thème Polycrise, Polymonde. Dans le reste de l'actualité, en bref, en image, le Libéria est dans l'attente des résultats après le second tour de la présidentielle de mardi 14 novembre. Le président sortant George Weah
Et face à l'ancien vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf, Joseph Boakai. Au premier tour, les deux candidats étaient au coude à coude. Il y avait à peine 7000 voix d'écart entre ces deux personnalités. Dans un tel contexte, les résultats sont très attendus et la CEDEAO, tout comme les Nations Unies, multiplie les appels au calme. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.